À 9 heures, nous allons commencer. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce tout premier webinaire en langue française organisé par Digital Frontier Institute. En 2020, c'est vraiment la première fois que nous organisons un webinaire en français. Et du coup, nous sommes très heureux de vous recevoir et de vous savoir très nombreux à nous rejoindre ce matin pour une discussion qui va s'articuler autour du thème banque digitale et néobanque en Afrique. Quels enjeux pour l'amélioration des offres de services financiers? Donc, c'est un webinaire, comme je le disais tantôt, qui est organisé par Digital Frontier Institute. Et ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à interagir plus régulièrement avec la communauté francophone de Digital Frontier Institute. Et donc, pour nous entretenir sur le thème ce matin, nous avons invité pour vous 3 experts représentant aussi bien une néobanque. Alors, la première implantée dans la zone UEMOA, dans l'espace UEMOA, et plus précisément, elle est située à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons également un représentant d'un cabinet conseil spécialisé dans la veille stratégique et l'intelligence économique qui est basé à Paris et Abidjan. Et puis enfin, nous avons un représentant d'un opérateur de télécommunications, d'ailleurs le tout premier du Canada. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose maintenant d'accueillir sur ce webinaire M. Jean-Louis Ménan Kwame, qui est directeur général d'Orange Bank Africa, une néobanque basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Ménan Kwame. Bonjour, Maxime, et bonjour à tous nos invités. Merci à vous. Je vous prierai d'accueillir maintenant M. Jean-Louis Traoré, qui est directeur général d'Innogeance Consulting, un cabinet conseil spécialisé dans la veille stratégique et l'intelligence économique. Monsieur Jean-Louis Traoré est basé à Paris. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour, Monsieur Maxime. Soyez le bienvenu. Enfin, merci, je vous prie d'accueillir Monsieur Alain Aboubakar Dia, qui est directeur local marketing à Bell Canada, basé au Québec, et qui est d'ailleurs un alumni d'IFI dans le cycle d'expertise en finance digitale, le CDFP. Bonjour, Monsieur Dia. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Soyez le bienvenu. Merci à vous, messieurs. Alors, les échanges que nous allons avoir ce matin avec les panélistes vont s'articuler autour de 3 axes. Alors, dans le premier axe, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu, de décrypter un tout petit peu ce que c'est que la banque digitale et la néobanque. Donc, nous aurons les panélistes qui vont nous aider à faire la différence entre ce que c'est qu'une banque digitale et une néobanque. Le deuxième axe va beaucoup plus se centrer sur les apports des néobanques et des banques digitales dans l'amélioration de l'offre de services financiers en Afrique. Et le troisième axe, nous allons situer les choses sur la base nous allons essayer de nous situer dans le contexte réglementaire pour voir justement dans quel contexte évoluent les banques digitales et les néobanques en Afrique et également aborder les risques auxquels elles font face. Et pour animer les échanges avec la communauté francophone, DFI a mis en place une équipe composée de moi-même, Maxime Lokossi. Je suis responsable du développement de la communauté francophone ici à DFI. Et je serai secondé par ma collègue Stéphanie Soedjere-Mouzou, qui est co-responsable du développement de la communauté francophone à DFI. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous nos participants panélistes. Nous vous remercions vraiment voilà, d'être avec nous pour ce webinaire et je serai heureuse de vous retrouver en tant que modératrice le mois prochain sur notre prochain webinaire. Donc, je vous souhaite des excellents échanges et voilà, merci. Merci Stéphanie. Alors, avant de lancer le débat, de lancer la discussion, nous allons ouvrir ce webinaire avec un mot de bienvenue de Madame Sarah Corley, qui est Community and Professional Development Manager ici à DFI et qui va nous présenter l'initiative pour la communauté francophone. Alors, Sarah s'exprimera en anglais et je me ferai le plaisir de vous traduire son intervention. Sarah Corley, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous prions de bien vouloir présenter l'initiative à notre communauté francophone, s'il vous plaît. Sarah, it's up to you. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour, panelists. Bonjour, attendees. Apologies for my poor French. I will stick to English as it is not good enough for such distinguished people today. Thank you, Maxime, for translating.
Welcome, Sarah. So I am delighted to be here for our first official DFI webinar in 2020. Je suis ravi d'être ici pour notre premier webinaire officiel DFI de l'année 2020 en langue française. For those who are unfamiliar, DFI offers online courses on the topic of digital finance and financial inclusion. Our aim is that increased capacity of people would lead to increased uptake of digital finance and increased financial inclusion. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, DFI propose des cours en ligne sur le thème de la finance digitale et de l'inclusion financière. Notre vision est le renforcement des capacités des acteurs qui favorisera une montée en puissance de la finance digitale et une amélioration de l'inclusion financière. Our courses are online, so you can do it at a time convenient for you. You can connect with other students globally and have global experts presenting content. Alors, les cours sont délivrés en ligne et peuvent donc être suivis à tout moment de votre convenance et ils vous permettent d'échanger avec d'autres étudiants du monde entier et avec les experts mondiaux qui ont préparé les contenus. We have translated more courses into French thanks to funding from UNCDF. So for our alumni, please do take the opportunity to continue your studies with DFI. Nous avons traduit davantage de cours en français grâce à des financements de l'UNCDF. Alors nous disons à nos alumni, nos anciens étudiants, profitez-en pour suivre votre cursus avec DFI. My colleague Maxime will be very happy to help you with more course information and for registering for courses. Alors moi, Maxime, je pourrais vous aider à obtenir plus d'informations sur les cours et à vous inscrire à nos formations. It's been my mission to include and involve our Francophone community more, and I'm delighted that due to a partnership with Maxime and Stephanie, we are able to start this initiative. C'était ma mission de créer un cadre plus inclusif et d'impliquer davantage notre communauté francophone. Et je suis ravi que grâce à un partenariat avec Maxime et Stéphanie, nous puissions lancer cette initiative. We will be running webinars this year, this one today and 2 further, one in October and one in November. Nous organiserons 3 webinaires cette année, celui-ci et 2 autres en octobre et en novembre. We will also be sharing blog posts to the DFI website and sharing posts in both English and French into the League of Digital Finance Professionals on LinkedIn. Nous partagerons également des articles de blog sur le site de DFI et également des publications en anglais et en français dans notre groupe LinkedIn, la Ligue des professionnels de la finance digitale. I hope you take advantage of these opportunities and help us grow our community by sharing links and encouraging your network to join the League of Digital Finance Professionals. Nous espérons que vous profiterez de ces opportunités et que vous nous aiderez à développer votre communauté en partageant des liens et en encourageant votre réseau professionnel à rejoindre la Ligue des professionnels de la finance digitale. I thank our 3 panelists for taking time to share their experience with us today, and also our participants for joining the session. I can see their passion for digital finance. It's so fantastic to see so many people on the call and to see familiar names. Je remercie nos 3 panélistes d'avoir pris le temps de partager leur expérience avec nous aujourd'hui et également nos participants pour leur présence à la session d'aujourd'hui et leur passion pour la finance digitale. C'est tout à fait fantastique de voir tant de gens connectés aujourd'hui et de retrouver des noms aussi familiers. We of course also have our Francophone communities of practice who meet online currently, but will resume face-to-face meetings when safe to do so. They are in Senegal, Benin, Togo, Cameroon, and Ivory Coast. Meetings are for both current DFI students and alumni, but anyone really with an interest in digital finance and financial inclusion. Nous avons bien sûr aussi nos francophones communities of practice, c'est-à-dire nos communautés de praticiens francophones qui se rencontrent en ligne actuellement, mais qui reprendront les réunions en présentiel, donc en face à face, lorsque cela sera possible en toute sécurité. Elles se retrouvent au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Les réunions sont destinées aux étudiants et anciens étudiants de DFI, ainsi qu'à toute personne intéressée par la finance digitale et l'inclusion financière.
The Community of Practice in Senegal has formed an official digital finance association called ADF Senegal. A link to their website I've just put into the chat box. And Benin and Ivory Coast are in the process of creating their associations. I encourage you to join and be active in these associations and make a contribution in your country. La communauté des praticiens au Sénégal a formé une association officielle de la finance digitale appelée ADF, Association Digital Frontier Sénégal, et un lien vers leur site web est dans le chat box. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder à leur site web. Donc, nous vous invitons à rejoindre ces associations, à y participer activement et à apporter votre contribution dans votre pays. Cameroon and Togo are two newly formed communities of practice, and I'm sure they will be on their way to creating a professional association next year. Le Cameroun et le Togo sont deux communautés de praticiens donc, qui se rajoutent à celles du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Et ces deux communautés of practice nouvellement formées seront très probablement en 2020, arriveront à créer leurs associations professionnelles. Thank you to Maxime and Stephanie for working with me to do this and for helping me improve my own French. I will now hand over to your moderator for the webinar. Over to you, Maxime. Thank you. Merci à Maxime et Stéphanie pour le travail qu'ils effectuent à mes côtés pour y parvenir et pour leur aide qui me permet d'améliorer mon propre français. Alors, en fait, je m'en voudrais en fait de repartir sans adresser un petit mot à l'endroit de Sarah. Nous avons reçu au cours de ces 2 dernières semaines beaucoup de messages de félicitations et d'encouragement sur nos réseaux sociaux et par mail à la suite de l'annonce de l'initiative francophone. Et nous avons pensé, tel que nous avions pensé et organisé le webinaire, nous avons prévu un webinaire en fait d'1h30. Et nous avons été agréablement surpris par rapport au nombre d'inscriptions. Nous avions pensé, comme je disais tout à l'heure, un webinaire d'1h30 pour une centaine d'inscrits. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 300 participants, donc ce qui montre l'intérêt et l'adhésion de la communauté francophone pour cette initiative. Et nous sommes également très surpris par rapport à la diversité du public en fait, qui nous suit, qui viennent de tous les horizons, francophones, anglophones et lusophones. Et ça se voit à travers la liste des inscriptions que nous avons reçues. Et donc, je voudrais, par cette occasion, au nom de toutes ces personnes qui nous suivent ce matin, dire un grand merci personnellement à Sarah Corley et à toute l'équipe de DFI basée à Cape Town pour le soutien qu'ils nous apportent dans cette initiative et pour votre grand engagement à faire participer la communauté francophone au débat sur les enjeux de la finance digitale. Merci à vous, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you to all the team, all the management team of DFI. Thank you very much. Dorian. Thank you, Sarah. Alors, nous allons maintenant lancer la discussion, mais avant cela, je voudrais rappeler quand même quelques dispositions pratiques pendant ce webinaire. Ce webinaire sera enregistré et rendu disponible dans quelques jours sur YouTube. Alors, nous vous prions également de garder vos micros en mode mute pendant toute la durée de la session. Et enfin, les panélistes pourront répondre aux questions des participants à la fin de la discussion. Mais nous allons prier nos participants de bien vouloir poser leurs questions via le chat box. Nous sommes un nombre trop important, donc nous ne pourrons pas laisser la parole aux participants. Donc, lorsque vous le faites, lorsque vous postez votre question dans le chat box, veuillez indiquer vos noms, prénoms, le panéliste à qui vous adressez la question, ainsi que votre adresse email, de sorte à ce que si nous n'arrivions pas à adresser votre question pendant le webinaire, nous serons en mesure de pouvoir vous répondre par mail. Et sans plus tarder, je m'en vais ouvrir cette discussion avec le premier axe dans lequel nos panélistes nous aideront à mieux faire la différence entre les banques digitales et les néobanques. Et ma première question va s'adresser à M. Jean-Louis Ménan Kwame, le DG d'Orange Bank Africa. Monsieur Ménan Kwame, s'il vous plaît, nous allons vous prier de nous aider à mieux comprendre, à mieux faire la différence entre ce que c'est qu'une banque digitale et une néobanque. Monsieur Ménan Kwame, vous avez la parole.
Merci Maxime. Je suis encore une fois désolé que la vidéo ne puisse pas s'activer. C'est des petits incidents techniques qui peuvent arriver, hein. Pourtant, tout est bien en ordre, tout a été bien organisé. Merci à DFI pour l'organisation de ce webinaire très intéressant dans son thème. Et j'espère qu'il sera intéressant dans le contenu qui sera ici délivré, dans les échanges que nous aurons avec les participants qui ont bien voulu nous rejoindre ce samedi matin. Alors, la différence entre une banque digitale et une néobanque m'amène peut-être à repartir un peu loin dans l'histoire pour donner les premiers signes de digitalisation de l'activité bancaire. Digital nous renvoie au doigt et on pense tout de suite au guichet automatique de billets de banque qui existe depuis les années 60 hein, et qui permettent déjà aux banques de sortir d'une relation traditionnelle archaïque vers une possibilité simple offerte à ses clients donc de mener des opérations. Plus loin, disons plus proche de nous, avec l'essor d'Internet, les banques ont pu développer des applications digitales permettant à leurs clients de faire des opérations de consultation, de demander des moyens de paiement, d'interagir avec leurs conseillers clientèle, de faire des opérations de transfert, etc. Donc, la notion de banque digitale nous renvoie à toute cette panoplie d'actions désormais offertes aux clients pour mener leurs opérations bancaires en dehors du réseau d'agences classiques que nous connaissons. Et puis, il y a eu donc l'essor des néobanques. On a franchi une étape et on a permis dans différents espaces du monde, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Afrique, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Asie, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, ces banques qui permettent des ouvertures de comptes simples, sans condition de revenus, avec un téléphone mobile ou via un ordinateur, avec des conditions de tarification, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, des conditions de tarification qui sont réduites, mais il est bon d'indiquer qu'il y a une différence fondamentale entre ces néobanques et les banques digitales, c'est que les néobanques, certaines d'entre elles, n'ont pas l'agrément qui leur permettent donc de distribuer du crédit, ou en tout cas n'ont pas l'agrément d'une autorité centrale type banque centrale ou autorité de régulation. Ce que je viens de dire là est très important puisque une néobanque qui n'a pas l'agrément d'une banque centrale ou d'une autorité de régulation centrale va voir ses déposants non indemnisés, par exemple, le jour où elle part en faillite. En Europe, l'ACPR permet donc, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation et de résolution, permet aux épargnants d'être indemnisés jusqu'à 100 000 € en cas de faillite de leur établissement bancaire, dès lors que ces néobanques ne sont pas agréées. Elles ne bénéficient pas donc de cette indemnisation. Les clients ne bénéficient pas donc de cette indemnisation en cas de faillite donc, de leur banque. Dans notre espace UMOA, pour finir là-dessus, retenez que la néobanque dont vous venez de parler, Orange Bank Africa, que j'ai l'honneur de diriger, est, elle, agréée par la BCEAO. Donc, c'est une banque considérée comme par la BCEAO à part entière. Elle est agréée par la BCEAO et à partir de ce moment-là, elle participe à l'abondement d'un fonds de garantie des déposants au sein de l'UMOA qui correspond à 0,06% des dépôts qui sont collectés. Donc, toutes les banques agréées par la BCEAO doivent verser 0,06% de leurs dépôts dans ce fonds de garantie des déposants, justement pour indemniser les épargnants sur toute l'UMOA, quelle que soit la typologie d'établissement agréé. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire concernant la différence entre banque digitale, on le voit, qui est historique et qui finalement existe
aujourd'hui dans de nombreuses banques historiques, et cette notion de néobanque qui, elle, est plus proche de nous et qui permet à nos clients, via le téléphone notamment, de pouvoir mener des actions bancaires dans des conditions simples, tarifaires intéressantes et accessibles donc à un plus grand nombre de clients, notamment les jeunes et les personnes de l'informel. Merci, Monsieur Ménan Kwame. Je vais peut-être maintenant me tourner vers Monsieur Jean-Louis Traoré, toujours pour pouvoir mieux décrypter ces deux termes, banque digitale et néobanque. En fait, on va s'intéresser maintenant, on va dire, au contexte qui a favorisé l'émergence des néobanques en demandant à Monsieur Traoré d'où est parti en fait le modèle néobanque et qu'est-ce qui a favorisé leur émergence. Merci, Monsieur Lokossi. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous vous entendons, Monsieur Traoré. Ok, d'accord. J'espère que je n'aurai pas de problème de connexion. Donc déjà, merci pour votre question. Je pense que pour pouvoir répondre à la question et être le plus clair possible pour nos auditeurs, une chose importante à préciser, c'est que finalement, ces termes qu'on emploie, ces terminologies de banque digitale et de néobanque, il faut reconnaître que ce sont des appellations qui vont plus correspondre à certains contextes qu'à d'autres. Faut dire qu'en Europe, notamment où les néobanques se sont largement développées, plusieurs facteurs ont favorisé leur essor. Premièrement, bien entendu, j'ai envie de citer le contexte favorable, on va dire, en matière de digitalisation de l'économie, ou peut-être devrais-je dire de maturité digitale d'une grande partie de la clientèle bancaire. Un peu comme M. Ménan Kwame disait tout à l'heure, 100% des banques digitales aujourd'hui disposent de moyens d'accéder à ces comptes depuis un support digital, que ce soit l'ordinateur ou le smartphone. Et bien entendu, on va dire que cet état de fait-là va représenter le socle sur lequel les néobanques, plus tard, sont venus construire. Et aussi, il faut dire que quand on parle de banque digitale, M. Ménan Kwame l'évoquait, finalement, ce sont ces banques digitales à qui, en quelque sorte, ont tracé la route, ont tracé le sillon pour que leurs petites néobanques, donc finalement néo pour nouvelles banques, les banques d'aujourd'hui qu'on voit émerger, apparaissent. Et finalement, celles-ci ne sont pas parties de zéro. Donc avant l'apparition, on en a parlé, mais avant l'apparition des néobanques, on avait des banques traditionnelles qui, il y a plus de 20 ans, ont entamé des réflexions. La réflexion, c'était de se dire que il fallait réduire les coûts d'opération, il fallait répondre aux besoins d'une partie de la clientèle en termes de flexibilité, que ce soit de la disponibilité des offres sans pour rogner sur la de service. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est un certain nombre de banques traditionnelles qui ont créé des filiales de leur banque dont une grande partie de l'offre va être accessible directement en ligne. C'est le cas de Société Générale, par exemple, qui a créé Boursorama, BNP Paribas, je crois que c'était Hello Bank, on avait le Crédit Agricole qui a créé Before Bank, etc. Et donc, l'objectif de ces banques digitales, c'était quoi? C'était de pouvoir séduire une clientèle de jeunes personnes, cadres néanmoins, et qui disposaient de revenus stables. Et parce que, bien sûr, pour pouvoir s'enregistrer sur ces banques-là qui visaient un certain segment de la clientèle, il fallait apporter une exigence de fonds. Et donc, finalement, on avait des banques traditionnelles d'un côté, on a eu un certain nombre de banques digitales qui se sont lancées, donc de banques en ligne, et c'est donc, comme je viens de le dire tout de suite, un certain nombre de clients, mais qui avaient des revenus déjà. Et donc, finalement, il y avait tout un pan de la population qui n'était pas encore atteinte. Et finalement, c'est ce segment de clientèle-là que vont venir chercher les néobanques. Monsieur Ménan Kwame l'avait dit, mais finalement, on va voir apparaître de plus en plus un besoin qui émane finalement d'une clientèle précise. Ce sont des digital natives, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont nés avec Internet. Pour eux, c'est une complète hérésie de se rendre en agence pour faire un certain nombre d'opérations. Et donc, elles avaient des besoins. Donc, ces populations avaient des besoins. Et d'un autre côté, elles avaient envie d'une meilleure expérience client, donc une meilleure façon de faire la banque et de sortir des canaux traditionnels. À l'époque, lorsqu'on avait sa carte bancaire qui avait été volée ou qu'on avait perdue, il fallait appeler un numéro de téléphone, faire opposition, et éventuellement, si on l'avait retrouvée, c'était plus possible de la réutiliser. Et ces néobanques-là vont venir notamment avec un certain nombre de services complètement flexibles qui vont permettre à un client, par exemple, de bloquer sa carte, pour rester dans cet exemple-là, lorsque la carte a été perdue. Et si jamais je l'ai retrouvée, je peux la débloquer. Et des jeux... Monsieur Traoré?
vont de plus en plus se tourner vers ces banques-là, en fait, finalement, et ces néobanques. M. Ménan Kwame disait quelque chose de très important, c'est que la plupart des néobanques n'ont pas d'agrément bancaire. Et donc, vu qu'elles n'ont pas d'agrément bancaire, leur objectif, c'était de faire quoi? C'était de venir avec, on va dire, un combo très simple. Service de dépôt, service de paiement. Et donc, en fait, ça fait le succès, tout simplement, des offres qu'on connaît aujourd'hui. Les plus célèbres dans le monde, notamment en Europe, c'est N26, Revolut. Et il y a un phénomène qui est très important, très intéressant, que j'ai envie d'évoquer. C'est que d'un côté, on a eu ces néobanques-là qui, auparavant, avaient juste des statuts d'établissement de paiement, qui ont cherché à avoir des agréments bancaires pour développer un certain nombre de services bancaires, le crédit, l'assurance, l'investissement, etc. Et on voit de plus en plus de banques, notamment en Europe, des banques traditionnelles qui ont des offres déjà de banque digitale, je l'ai évoqué tantôt, qui vont essayer quand même néanmoins de pouvoir développer des services de banque en ligne. On a la Banque Postale qui a développé ma French Bank. On a Société Générale qui a non seulement Boursorama, mais qui vient de développer une offre qui s'appelle Capsule. Et donc, on aura ce phénomène-là avec finalement des banques traditionnelles qui auront envie de couvrir tous les segments de clientèle. Bien sûr, vu que l'Afrique, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, la question, c'est qu'en est-il du continent africain? Et il faut savoir que finalement, je disais tantôt au tout début de mon propos que banque digitale, banque, c'était des appellations qui correspondaient beaucoup plus à des marchés occidentaux. Il faut savoir qu'en Afrique aujourd'hui, les marchés les plus développés, je veux dire par là, le Nigeria, le Maghreb, l'Afrique du Sud, sont finalement des marchés qui ont des façons d'évoluer un peu similaires à ce qui se produit en Occident. Et ce sont sur ces marchés-là, finalement, qu'on va le plus voir un certain nombre de néobanques. On a Kuda au Nigeria, Kuda Carbone, on a Wema Bank, on a Time Bank. Vous avez publié très, très justement d'ailleurs d'un certain nombre de posts que vous avez fait cette semaine, mais c'est surtout sur ces marchés-là, beaucoup plus développés, qui se sont développés et dont la bancarisation s'est surtout faite par le biais des acteurs bancaires traditionnels. Et c'est sur ces marchés-là sur lesquels il y a d'ailleurs énormément de concurrence aujourd'hui, parce que le client est beaucoup plus exigeant, parce que le client est beaucoup plus mature et parce que le client va exiger un certain nombre de services dits de valeur ajoutée. Faire du crédit très rapidement, on the go, pouvoir souscrire à une assurance. Sur ces marchés africains-là assez développés, justement, on aura une clientèle plus mature qui va faire finalement émerger de nouveaux besoins sur lesquels les néobanques vont se positionner. Donc voilà brièvement un peu l'histoire de comment est-ce que ces néobanques-là ont émergé, que ce soit en Europe ou sur le continent africain. Et j'espère que sur la suite de nos propos, on va pouvoir évoquer justement le reste de l'Afrique subsaharienne et finalement, qu'en est-il de nos marchés? Merci, M. Traoré. Je vous rassure que dans le deuxième acte, nous allons beaucoup plus aborder la contribution des banques digitales et néobanques dans le développement des offres de services financiers en Afrique. Donc maintenant, je remercie M. Traoré. Je vais me tourner vers Alain. C'est vrai que dans son propos, M. Traoré a déjà décrit un tout petit peu la cible des néobanques, mais j'aimerais un peu préciser davantage cet élément avec Alain Aboubacar Dias. Alain, est-ce que vous pourrez nous aider à mieux comprendre, à mieux décrypter la cible des banques digitales et des néobanques et nous préciser un peu plus les offres de services qu'elles proposent? Ben, merci Maxime, merci à tous les participants d'être là aussi nombreux. Et puis, je remercie aussi mes collègues Jean-Louis, M. Ménan Kwame et M. Traoré. Donc, je voulais juste ajouter, oui, c'est vrai, Jean-Louis l'a un peu abordé, mais ce qu'il faut savoir, c'est actuellement, si on voit un peu le modèle en Afrique, donc on peut les considérer comme des banques de nouvelle génération, il y a quand même une similitude avec ce qui se fait en Europe, mais plus particulièrement, nos banques ici, la cible va aller chercher un peu plus dans les populations non bancarisées et les jeunes. Donc, c'est ce qu'on constate dans le modèle africain. Si on prend l'exemple de Time Bank en Afrique du Sud et puis WeBank également en Tunisie, pour ne citer que cela. Donc, la cible devient la population non bancarisée et les jeunes. Et ce qui est intéressant là-dedans, en ciblant les jeunes, vous savez que nous avons
un enjeu au niveau de l'inclusion financière. Les jeunes peuvent être des prescripteurs parce qu'ils peuvent même éduquer que ce soit les parents, et nous avons une population assez très jeune en Afrique. Donc, ça peut être je pense que la cible, elle est d'actualité et c'est un gain pour accélérer l'inclusion financière. Si je prends le cas de Orange Bank, la cible, on va dire, elle est un peu différente. Ou non, oui, en tout cas, où est-ce que je veux venir, c'est Orange Bank Africa étant déjà émetteur d'argent mobile. Donc, naturellement, la cible va être tout d'abord les clients d'Orange Money, en plus des non bancarisés. Donc, pour faire la distinction entre Orange Money et puis, excusez-moi, avec Orange Bank Africa et les deux banques que je viens de citer, la différence, c'est que Orange Bank Africa est déjà émetteur d'argent mobile, étant donné qu'elle est telco. Je veux aussi la cible de plus en plus, en plus des jeunes qu'on a parlé et des non bancarisés. Il faut noter que les PME aussi sont également dans le viseur des banques digitales ou néobanques de plus en plus parce qu'il y a un marché au niveau des PME. Maintenant, si on veut parler des produits, les produits qui sont en vert, je vais aussi me concentrer un peu sur ce qui se fait en Afrique. On peut noter une certaine créativité quand même dans les offres. Ouverture de compte, débit crédit, émission de cartes de crédit et de débit, des comptes d'épargne, du microcrédit, des systèmes de fidélisation, on le voit de plus en plus avec des commerçants participants, gestion de finances personnelles et aussi des transferts d'argent, surtout des transferts d'argent peer-to-peer, donc entre personnes. Donc, en gros, c'est ce que je vois un peu dans le paysage au niveau des banques de nouvelle génération dans notre continent. Merci Alain. Je vais peut-être faire réagir M. Ménan Kwame par rapport à la cible d'Orange Bank Africa, mais juste peut-être apporter une précision. C'est que quand nous faisions le panorama des banques digitales en Afrique, en présentant bien sûr quelques banques digitales, on a présenté sur LinkedIn, on a présenté Time Bank en Afrique du Sud, on a présenté Webank du groupe Attijari Wafa Bank et nous avons également présenté Orange Bank Africa. Donc, dans le tour, nous sommes remontés à deux banques, à deux néobanques en Europe, N26 et Memobank, qui, disons, s'adressent beaucoup plus aux PME. Et sur N26, il y a une petite particularité, c'est que voilà une banque digitale, une néobanque, qui vise également les interdits bancaires. Donc ça, je crois que c'était important quand même de le souligner. Certaines banques également ciblent les interdits bancaires. Donc, à la suite d'Alain, j'aimerais quand même faire réagir M. Ménan Kwame de la cible d'Orange Bank Africa. Oui, on a un taux de bancarisation au sein de nos pays de l'UMOA qui doit tourner autour de 20%. Orange Bank Africa cible les 80% de personnes qui n'ont pas accès au système de banque classique, principalement pour des raisons de faiblesse de revenus, pour des raisons de maillage d'agences qui n'est pas aussi développé que celui qu'on peut voir dans les pays de l'OCDE. Bref, on a 80% de personnes donc, qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques et nous ciblons principalement ces personnes-là avec une offre de services accessibles, simples et attractives au niveau des coûts. Ce que je veux corriger peut-être dans ce que Alain a dit, c'est que Orange Bank Africa n'est pas émetteur de monnaie électronique. C'est plutôt Orange Money qui est émetteur de monnaie électronique. C'est deux structures totalement distinctes, même si nous appartenons au même groupe. Donc, Orange Money émet la monnaie électronique. Orange Bank distribue le crédit et collecte l'épargne. Le crédit que nous distribuons est
utiliser donc l'usage de crédit que nous distribuons à nos clients qui sont tous des clients d'Orange Money, mais l'usage qu'ils en font, ils le font justement à travers le canal Orange Money. Donc, on vous prête de l'argent, mais vous l'utilisez via Orange Money pour payer votre facture, pour faire du transfert, pour payer votre charge ou pour retirer du cash dans un box Orange Money. Donc, voilà la précision que je voulais donner. Merci pour la précision. Merci, M. Kwame. Merci, Alain. Eh bien, en fait, je vous propose de rester en Côte d'Ivoire, justement, donc sur le territoire de M. Ménane Kwame, mais sous le deuxième axe, dans lequel nous allons aborder les apports des néobanques et des banques digitales dans l'amélioration des services financiers en Afrique. Et là, comme je disais tout à l'heure, nous restons en Côte d'Ivoire, mais je vais me tourner cette fois-ci vers M. Jean-Louis Traoré. En fait, le taux de bancarisation au sens strict, donc quand nous entendons par taux de bancarisation au sens strict, le nombre de personnes âgées de plus de 15 ans et qui disposent d'un compte dans une banque commerciale. Donc, ça exclut les microfinances, ça exclut les émetteurs de monnaie électronique. Le taux de bancarisation au sens strict en Côte d'Ivoire, selon un rapport annuel de la Banque centrale en 2018, s'établissait à 21,6%. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que sur 100 Ivoiriens, il n'y a que 22 qui disposent de comptes. Les 78 autres, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, je me tourne vers monsieur Traoré pour lui demander, dans ce contexte de faible bancarisation, comment les banques digitales et les néobanques peuvent-elles permettre de pouvoir améliorer le taux de bancarisation au sens strict? Monsieur Traoré, s'il vous plaît. Merci de votre question. Une petite précision aussi avant de répondre. Je pense que c'est toujours important de prendre des éléments de mesure comme vous l'avez fait tantôt. Mais par contre, la deuxième précision que j'ai envie d'apporter, c'est avec quoi est-ce qu'on va décider de mesurer? Finalement, vous avez très bien dit, on a un taux de bancarisation au sens strict qui est relativement faible, mais en Côte d'Ivoire, comme dans un certain nombre de pays de la sous-région, strict veut dire de la définition de la Banque centrale. Vous avez dit des personnes qui détiennent des comptes auprès d'établissements bancaires. Mais on a un certain nombre d'autres acteurs, bien sûr, qui sont venus essayer de combler ce gap qui n'avait pas été comblé autrefois par les banques traditionnelles, qui allaient viser tout simplement le haut de la pyramide. Et donc, finalement, le fait de se focaliser sur ces banques-là, en fait, et ce taux de bancarisation strict, ça apporte une information, mais j'ai envie de dire, ça n'apporte pas toute l'information. Est-ce que le but final au sein de nos pays, c'est que tous les clients détiennent des comptes bancaires, ou est-ce qu'on arrive dans une nouvelle ère où finalement, on va se dire que la banque fait partie de cet écosystème avec un certain nombre d'autres acteurs? Mais ceci dit, je vais quand même répondre à votre question. Quel est le rôle des banques digitales? Qu'est-ce que les néobanques peuvent jouer comme rôle? Et pour ça, en fait, finalement, en Côte d'Ivoire, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les rôles que chacun est en train de jouer. On a finalement l'un des meilleurs exemples de banque digitale aujourd'hui sur le marché ivoirien. C'est l'exemple de Standard Bank. Standard Chartered Bank, qui en 2018 a démarré d'ailleurs le concept de sa nouvelle stratégie complètement basée sur la digitalisation. Elle a démarré en Côte d'Ivoire. Au bout d'un an, elle a déployé dans un certain nombre d'autres pays africains, dans les pays africains dans lesquels la banque se trouve. Et l'idée, c'était quoi? C'était que la banque soit accessible uniquement, j'ai envie de dire, ou principalement depuis un support mobile. Une chose très importante, c'était l'un des premiers acteurs à la porter sur le marché ivoirien, c'est le fait de pouvoir faire un onboarding, c'est-à-dire une ouverture de compte complètement digitalisée sans avoir besoin de passer en agence pour compléter l'opération. Et donc, en fait, finalement, Standard Chartered va se positionner comme la banque de demain avec un certain nombre d'autres éléments qui sont intéressants. La banque travaille avec des agrégateurs locaux et pour permettre notamment de pouvoir permettre à ses clients de pouvoir souscrire à des produits d'assurance, des assurances auto, tout type d'assurance aujourd'hui, de pouvoir faire des transferts bank to wallet parce que, comme je disais tantôt, on est dans un écosystème complètement connecté avec des opérateurs télécoms. Pour que la banque digitale fonctionne, il faut qu'elle soit connectée à cet autre monde-là. Et vu que cette banque est digitalisée et finalement est partie sur un axe de mobile, l'idée, c'était simplement en installant des ponts bank to wallet de pouvoir profiter des réseaux de proximité que les opérateurs télécoms ont mis en place pour permettre à ces clients tout simplement
lorsque je veux faire un retrait à proximité de chez moi, je fais un transfert depuis mon compte Standard Chartered vers mon compte Orange Money, par exemple, et je vais en agence Orange Money pour retirer l'argent. Donc, on a des acteurs comme ça qui se sont positionnés vraiment sur le créneau du digital. Et, chose importante, ce sont des banques qui ont décidé de baisser les coûts. Donc, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les coûts de gestion de compte pour un client Standard Chartered tournent autour de 2000 francs CFA. Et finalement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va attirer non seulement une clientèle bancaire classique, donc ça va permettre simplement que des clients qui étaient autrefois bancarisés chez un acteur bancaire veuillent, parce que cet acteur digital est un peu plus avancé, ouvrir un compte là-bas. Mais c'est là où aussi on voit le rôle que les opérateurs télécoms ont joué. Parce que vu qu'elles ont tapé sur le bas de la pyramide, elles ont joué un rôle finalement d'éducation financière. On avait des clients qui, avant ça, n'avaient aucun moyen de digitaliser leur argent ou de rentrer dans le système financier classique. Ces acteurs-là, finalement, ces clients, ont eu l'habitude de faire un certain nombre d'opérations très faible valeur ajoutée, transfert de personne à personne, épargner simplement ou stocker son argent sur un support. Et finalement, ce sont des personnes qui vont prendre goût à ces canaux bancaires, j'ai envie de dire traditionnels, et qui vont switcher finalement d'un compte mobile money vers le compte bancaire. On a également d'autres acteurs bancaires qui ont axé leur stratégie dans d'autres directions. On a par exemple EcoBank, Société Générale, qui avaient une stratégie digitale claire pour leurs clients traditionnels et qui, à côté de ça, ont apposé un wallet. EcoBank a apposé son wallet Express Account. Société Générale a apposé son wallet Yup. Ils ont créé eux-mêmes un réseau de distribution propriétaire et ils vont permettre à leurs clients de faire des ponts bank to wallet. Et finalement, en fait, ce wallet-là va venir compléter l'offre bancaire traditionnelle. Et de plus en plus, on voit aussi dans cet écosystème-là ivoirien ou sous-régional, un certain nombre de fintech, ce sont des agrégateurs qui vont venir proposer aux banques de pouvoir créer des wallets en marque blanche. C'est le cas de Sikapay qui a travaillé avec la Banque nationale d'investissement en Côte d'Ivoire pour créer un wallet qui s'appelle Bifree et qui va permettre là aussi à des clients qui peut-être autrefois étaient simplement des clients mobile money de pouvoir avoir ce wallet bancaire-là et de faire un certain nombre d'opérations. Et à côté de ça, on voit un certain nombre d'acteurs qui peuvent s'apparenter à des néobanques. On a un acteur aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit dans l'écosystème ivoirien qui s'appelle Jamo. On a Webloggy qui appartient au groupe Abidjan.net. Un certain nombre justement de j'ai envie de dire, néobanques qui vont venir se positionner également dans l'écosystème financier et qui va permettre, tous ces acteurs-là vont jouer un rôle de permettre à la population ivoirienne simplement de pouvoir aussi exercer dans l'environnement, on va dire, un peu plus traditionnel bancaire et peut-être pouvoir augmenter le taux de bancarisation strict. Mais comme je disais au début de mon propos, l'objectif in fine pour les banques, bien sûr, c'est d'augmenter leur base de clients. Mais lorsqu'elles ne réussissent pas à couvrir tout le pan de la population, on a d'autres acteurs, type telco, qui vont venir jouer ce rôle-là pour que finalement, la grande lecture soit qu'on a un taux de bancarisation, qu'il soit strict ou élargi, assez élevé, c'est-à-dire qu'on a une population de plus en plus grande qui est inclue dans le système financier. Voilà un peu la réponse que je voulais donner de façon rapide à votre question. Merci, monsieur Traoré. Je vais peut-être maintenant le tourner vers Alain Diaz. C'est vrai que dans vos propos, monsieur Traoré, vous avez évoqué d'autres acteurs non bancaires, d'accord, qui interviennent sur le marché. Mais nous sommes d'accord, en fait, que ce sont des acteurs qui interviennent beaucoup plus sur le paiement, beaucoup plus sur le pan du paiement. Or, quand nous parlons en général de banque digitale, nous, en fait, à notre entendement, nous nous intéressons beaucoup plus à des acteurs qui sont en mesure de proposer un service universel, c'est-à-dire non seulement un service qui va au-delà du paiement, mais qui embrasse également des services tels que le crédit, l'épargne, la microassurance, des produits d'investissement, etc. Et justement, c'est cela maintenant que j'aimerais développer avec Alain Aboubacar Diaz. Alain, on constate en fait dans notre écosystème, je ne vais pas dire en Afrique, je préfère parler de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Afrique de l'Ouest francophone, s'il vous plaît. Il y a une multitude d'offres de services financiers, mais on constate en général que ce sont beaucoup plus des services de paiement, si justement on étend les services financiers, la fourniture des services financiers aux acteurs non bancaires. Alors, la question que j'aimerais vous poser à Alain Aboubacar Diaz, c'est de savoir ce qui explique le fait que nous avons aujourd'hui une faiblesse
des offres de services de deuxième génération, c'est-à-dire le crédit, l'épargne, le crédit digital, l'épargne digitale, la micro-assurance, etc. Allez. Merci, Maxime. Oui, effectivement, nous avons une opportunité d'accélérer l'accès aux produits digitaux de seconde génération, comme tu l'as dit, tels que les crédits, l'épargne, la microfinance, l'assurance, etc. Microcrédit et l'assurance, etc. Ce que je dirais qu'il y a plusieurs aspects à considérer. On peut parler de la tarification. La tarification peut être élevée par rapport au budget, que ce soit nos clients ou des intéressés. On peut parler également le pointage de crédit qui peut être difficile à exécuter, étant donné que les données ne sont pas là. On a besoin de données pour aller chercher un pointage de crédit. Le pointage de crédit peut être coûteux également pour les acteurs. On peut parler également de... quand je dis coûteux pour les acteurs, c'est pour aller faire l'évaluation d'une solvabilité, etc. Et pour terminer également le volet éducation. Parce que bien entendu, quand on veut donner du crédit, on a besoin d'être remboursé. On a besoin d'être sûr à qui on fait le crédit. On veut savoir si la solvabilité est là. Et donc, pour mettre en place tous ces outils, et puis qu'il y ait une réaction également favorable, ça prend d'éduquer la population. Je pense qu'à ce niveau, il y a un travail à faire. Comment les gens peuvent savoir c'est quoi justement leurs obligations en prenant un crédit, et puis c'est comment ils peuvent l'utiliser. Ce que je pourrais dire, c'est les pistes que je vois un peu pour faire face à cet enjeu qui est d'augmenter un peu les produits digitaux de seconde génération. Peut-être le régulateur pourrait aider. Quand je parle, le régulateur pourrait aider, ça serait surtout au niveau justement de réglementer un peu la recherche de crédit, le pointage, comment on pourrait le faire avec un bureau de crédit. Peut-être, je dirais, un bureau de crédit indépendant. Vous pourrez le préciser. Actuellement, je pense que les bureaux de crédit sont liés aux banques, mais je pense qu'un bureau de crédit indépendant pourrait aider à diminuer un peu le coût de l'évaluation. Au niveau de l'éducation également des populations, il ne faut pas que ça reste juste au niveau des acteurs. Il faut l'élargir. Je pense que c'est le travail de tout le monde, entre guillemets, je dirais, que ce soit au niveau des gouvernants, que ce soit au niveau des banques. Donc, l'éducation doit se faire au niveau des associations de consommateurs, etc., etc. L'éducation, c'est l'affaire de tout le monde pour en faire en sorte que les gens puissent avoir accès à ces services-là et aussi, surtout, comprendre comment les utiliser. Donc, ça va éviter des blacklists élevés, etc., etc., des non-paiements. Et aussi, ça va encourager justement à tous les acteurs être créatifs et puis avoir des produits qui peuvent être concurrents qu'on puisse utiliser. Donc, encore une fois, c'est le travail c'est pas juste le travail des acteurs, c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit y travailler pour qu'on puisse éduquer ces populations à comprendre un peu les bienfaits de pouvoir avoir accès au crédit. Donc, j'en ai fini pour ça, Maxime. Merci Alain. J'ai capté quelques éléments dans ton intervention. Je crois que tu as souligné la nécessité, disons, de pouvoir éduquer les populations. Également, la nécessité de pouvoir avoir un bureau d'information sur le crédit qui permet d'avoir une idée des engagements, disons, des engagements des personnes bancarisées ou non. Disons, je vais dire des personnes bancarisées ou bien qui bénéficient de services.
hors du secteur bancaire. Et justement, par rapport à cet élément, j'aimerais bien faire réagir M. Menan Kwame, justement, pour voir un peu par rapport à l'intervention des bureaux d'information sur le crédit, qui sont assez récents dans notre écosystème. Et j'aimerais aborder l'aspect coût des services financiers. Alors, quel va être l'apport des banques digitales et des… Monsieur Menan Kwame, c'est à vous que je m'adresse, s'il vous plaît. Quel va être l'apport des banques digitales et des néobanques dans l'amélioration des services financiers en tenant compte de l'aspect coût? Et je suis particulièrement intéressé par un élément qu'a évoqué Alain dans son propos, l'implication des bureaux d'information sur le crédit. Quel va être leur impact sur le coût final des services proposés à des personnes non bancarisées? Monsieur Menan Kwame, s'il vous plaît. Oui, sur le sujet du coût, il est bon de dire que c'est une attente forte des clients et notamment de cette frange de la population qui n'est pas encore cliente de banque classique et qui a des revenus somme toute modestes ou peut avoir des revenus somme toute modestes. Donc, ce sont des personnes qui sont sensibles à la notion de tarification et heureusement que la puissance de l'informatique permet des économies d'échelle qui ont pour conséquence de rendre l'accès aux services bancaires des néobanques donc à moindre coût. Je peux vous dire ici que l'expérience ou ce que nous constatons sur le terrain montre une simplicité dans la tarification qui est appliquée par les néobanques, une propension à rendre certains services gratuits là où ils sont tarifés dans des banques commerciales classiques. Et ce qui est dit ici est suffisamment attractif pour les clients. Je vais vous donner un exemple. Orange Bank Africa a une tarification qui est celle qui est considérée comme le taux maximum pouvant être appliqué au sein de l'UEMOA, c'est-à-dire un taux d'intérêt annuel de 15%. Mais lorsque vous rapportez ce taux à la maturité mensuelle des Pico-crédits que nous distribuons actuellement, on est en train de parler de quelque chose qui ressemble à 1,15%. Autrement dit, vous empruntez 10 000 francs CFA, au bout de 1 mois, vous remboursez 10 115 francs. C'est indolore pour les clients, c'est suffisamment attractif pour rendre le service intéressant. En comparaison à cette offre, aujourd'hui, malheureusement, il existe des usuriers dans toutes nos capitales africaines. Vous allez voir un usurier, il vous tarife à 25% le mois. Donc, vous empruntez 10 000 francs, vous lui remboursez 12 500 francs à la fin du mois. Voilà, sachant que vous n'avez pas l'occasion d'une offre bancaire, vous êtes un peu contraint d'aller chez cet usurier. Voilà un service nouveau offert par une banque comme Orange Bank qui permet donc d'échapper aux griffes de ces usuriers et de payer en fait 115 francs pour un crédit de 10 000 francs CFA. C'est un exemple que je donne. Les frais de tenue de compte, par exemple, sont des frais de tenue de compte de 1 000 francs par an, là où dans des banques commerciales classiques, on a des niveaux de frais de tenue de compte qui sont beaucoup plus importants. Donc, sans être trop long, l'aspect tarification est quand même bien étudié par des banques nouvelles comme Orange Bank et c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients. Il n'y a pas de coût caché, il n'y a pas de facture à recevoir avec un détail d'intervention. Non, il y a des intérêts qu'on paye sur le crédit qu'on emprunte et il y a des frais de tenue de compte qui sont ceux que je vous ai indiqués. Sur le BIC, il est bien indiqué que nous sommes très intéressés à adhérer au BIC. D'ailleurs, nous avons adhéré au BIC. Il se pose pour les néobanques la question de la tarification appliquée par le BIC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la tarification actuelle, qui est celle des banques classiques, si nous devions appliquer cela à notre activité, ben, le Pico-crédit que je vous ai indiqué tout à l'heure de 10 000 francs CFA qui nous génère 115 francs d'intérêt,
mais il faudrait payer 1000 francs en fait au BIC pour interroger cette base de données avant d'octroyer le crédit de 10 000 francs à M. X ou à Mme Y. Vous comprenez que c'est économiquement pas viable. Donc, on est dans ce cas-là et nous travaillons actuellement avec le BIC et nous allons aller ensuite vers la BCAO pour qu'il y ait une tarification étudiée d'accès donc aux données du BIC. C'est dans notre intérêt, mais on ne peut pas le faire sur une base qui est économiquement non viable pour nous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci, M. Ménan Kwame. Ben, cette fois-ci, ma prochaine question va s'adresser à M. Jean-Louis Traoré. En fait, là, nous aimerions savoir quel va être l'apport des nouvelles technologies. Je veux parler de la blockchain, l'intelligence artificielle, le cloud computing, tous ces éléments qui sont quand même caractéristiques des banques digitales et des néobanques. Quel peut être leur apport dans le développement des offres de services financiers, mais en mettant un accent, s'il vous plaît, sur l'expérience client. Et là, quand je parle d'expérience client, c'est vraiment, je vais dire, une expérience qui est meilleure que ce que les personnes non bancarisées connaissent jusqu'aujourd'hui. Monsieur Jean-Louis Traoré, s'il vous plaît. Merci de la question. D'ailleurs, on va continuer dans le sujet du crédit digital parce que je pense que finalement, c'est un sujet d'actualité. C'est l'un des principales propositions de valeur de la plupart aujourd'hui des banques digitales qui se lancent, c'est pour cause. Vous avez posé la question sur le rôle du bureau de crédit. M. Ménan Kwame, à juste titre, a parlé du coût en fait que ça représentait et à quoi va servir la technologie. Je vais prendre l'exemple finalement parce que on va dire de l'intelligence artificielle et des capacités de projection finalement que la technologie va pouvoir apporter justement dans ce processus de crédit digital. Donc, quand on se place dans un cadre purement bancaire, on va dire de la banque traditionnelle, on a ce qu'on appelle le scoring. Le scoring, donc, c'est l'évaluation de la solvabilité d'un client. Chaque personne a un score de crédit et en fonction de ce score de crédit-là, il va pouvoir recevoir un crédit et on va pouvoir lui prêter à un certain taux en fonction de sa capacité de rembourser. La vraie question se pose, vous l'avez dit, on est sur des marchés où seulement 20% de la population est bancarisée. Ça, c'est une chose. Et donc, on est sur des marchés où la plupart des personnes détiennent finalement un moyen de se bancariser, mais qui est hors du secteur traditionnel. Et la vraie question, c'est de se dire comment est-ce qu'on réussit néanmoins à donner du crédit à des personnes qui n'ont pas de compte bancaire et donc vers qui on ne peut pas regarder, pour qui on ne peut pas regarder l'historique de compte et un certain nombre d'autres éléments pour pouvoir les scorer. Et donc, c'est là où la technologie va avoir un vrai rôle avec un certain nombre de modèles qui se sont développés justement. Donc, dans l'univers de la banque traditionnelle, de la banque, on appelle ça les données traditionnelles, toutes les données qu'on récupère pour faire le scoring. Dans le monde aujourd'hui dans lequel on est, dans la plupart de nos pays d'Afrique subsaharienne, on appelle ça les données non traditionnelles. Donc, la vraie question, la question qu'on se posait, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à scorer un client qui n'est pas client d'une banque, qu'on va réussir à lui donner une note pour pouvoir lui accorder du crédit. Et donc, c'est là où on va dire un certain nombre de data vont être collectées d'un certain nombre d'acteurs pour pouvoir scorer un client. Par exemple, d'un point de vue mobile money, parce qu'on sait que la plupart des personnes, même si elles ne détiennent pas de compte bancaire, détiennent un compte de mobile money, on va regarder un certain nombre d'éléments. Par exemple, l'historique du solde sur le compte de mobile money, donc son historique de compte à date. On va regarder la valeur des paiements, par exemple, des factures que la personne effectue depuis son compte mobile money. On va regarder les valeurs, volumes, les fréquences de transactions, de transferts de personne à personne, etc., qui sont effectués. On va même regarder les montants de transferts envoyés à l'international. Donc ça va faire partie d'une famille de données qui vont être récoltées et qui vont être analysées. Une autre famille de données vont être analysées, ce sont les données purement mobiles, purement GSM. Par exemple, où est-ce que la personne se trouve? Parce que bien sûr, ma position peut être localisée par une antenne GSM. On va regarder par exemple pour un client donné, disons qu'il se trouve dans la ville d'Abidjan. Est-ce qu'en soirée, il se trouve dans le quartier de la Riviera et est-ce qu'en journée, il se trouve au plateau? Et on va faire justement une analyse qui va faire en sorte que on sait que la Riviera est un quartier chic d'Abidjan, excusez-moi. Le plateau est un quartier administratif. Donc, on va considérer que cette personne
a un statut relativement élevé. On va regarder éventuellement où est-ce que cette personne-là passe des appels. Est-ce qu'elle passe des appels à l'international? Est-ce qu'en période de vacances, son téléphone est détecté à l'étranger? Et donc, un certain nombre de données, d'autres données, par exemple, le montant des paiements de factures que la personne effectue. Bien sûr, une personne qui paye des factures auprès de la compagnie d'électricité de 20 000 francs, même par le canal du wallet mobile money, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est 10 fois plus cher sa facture. Donc, c'est tout un tas de données qui seront collectées, qui seront analysées pour pouvoir évaluer la capacité de remboursement d'une personne. Et on a d'autres fintechs qui vont travailler sur une couche supplémentaire. C'est, par exemple, au moment où la personne va s'inscrire sur la plateforme, on va avoir accès à un certain nombre de données, comme par exemple ces données de ses contacts. Et simplement, la théorie dit que si je suis un bon rembourseur, je suis entouré également de personnes qui rembourseront plutôt bien. Donc, ça va faire en sorte que si vous, qui êtes proche de moi, on accède à votre canal, à votre liste de contacts et on voit que qui suis déjà dans le circuit, je suis un rembourseur, je rembourse bien mes crédits, etc., etc. On va considérer simplement que vous qui êtes proche de moi, vous avez une plus grande appréhension à rembourser votre crédit que quelqu'un qui n'est pas dans ce cas-là. Et donc, c'est un certain nombre de données que la technologie va permettre de pouvoir utiliser. Ça va permettre de pouvoir faire des projections, des analyses. La plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des données propriétaires, c'est-à-dire que l'opérateur, la banque digitale va s'allier parfois avec des fintechs, parfois avec des telcos, justement pour pouvoir récupérer des données mobile money, des données, d'autres types de données, notamment sur les contacts dont j'ai parlé. Va faire sa propre analyse interne à sa structure, va évaluer le montant du crédit accordé et le taux de remboursement. Et ensuite, tout simplement, on va pouvoir observer une personne à qui on donne aujourd'hui, dans un premier temps, 5 000 francs CFA. M. Menan Kwame disait la plupart du temps, les picots crédits, on rembourse en un mois. Est-ce que lorsque je lui ai donné 5 000 francs, elle a pu rembourser le crédit? Si elle a remboursé, la prochaine fois qu'elle va demander, on va lui accorder 15 000 francs, etc., etc. Et à chaque fois que la personne va rembourser dans les temps, son score de crédit va augmenter et sa capacité d'emprunter va également augmenter. Et bien sûr, l'autre chose que les opérateurs vont bien regarder, c'est le cas notamment d'Orange Bank, dont la proposition de valeur, c'est crédit et épargne. On va d'abord regarder la capacité d'épargner du client pour ensuite définir le montant du crédit. Donc ça, c'est clairement quelque chose que la technologie va apporter, notamment aux banques digitales, pour pouvoir permettre de servir dans les meilleures conditions des clients, notamment dans ce dont on parle maintenant, c'est-à-dire le crédit, notamment le crédit digital. Alors, je voudrais, Maxime, si vous le permettez, prendre quelques secondes pour réagir à ce que M. Traoré vient de dire. Le sujet du scoring, qui n'est rien d'autre que l'analyse du profil de risque de nos clients, est un élément extrêmement important dans l'industrialisation bancaire qui est la nôtre. Nous avons des millions de clients et on ne peut pas, derrière chaque client, ouvrir un dossier de crédit qu'on va analyser à la loupe, etc. Donc, on est obligé d'investir beaucoup de moyens techniques dans un outil de scoring qui va justement analyser le profil de risque de nos clients en fonction des usages telco, Orange Money, qui sont les leurs. Et c'est ainsi que nous pouvons être confortables à prêter 10 000 francs à M. X et 100 000 francs à M. Y quand les deux nous ont demandé en fait de leur prêter 100 000 francs. Mais non, nous sommes plus confortables avec M. Y, donc on lui prêtera 100 000 francs, mais M. X qui a un usage régulier et qui n'est pas conforme à un montant de prêt de 100 000 francs, recevra une proposition de prêt de montant plus faible. Tout ça se fait dans quelques secondes. J'ai parlé d'instantanéité, c'est demandé par les clients et donc les réponses sont apportées aux clients en quelques secondes. Mais derrière tout ça, il y a des algorithmes, il y a beaucoup de données à traiter avec bien évidemment le consentement des clients. Hein, ça, c'est important de le signaler. Et tout cela se fait en quelques secondes parce qu'on investit beaucoup de moyens techniques dans l'outil décisionnel qui nous permet donc d'arriver à un octroi pertinent à M. X ou à M. Y. Merci, M. Menan Kwame et M. Traoré. Je vais rester avec M. Menan Kwame pour faire la transition vers le troisième axe de ce webinaire concernant le cadre réglementaire, le contexte réglementaire dans lequel évoluent les banques digitales et les néobanques en Afrique, ainsi que les risques auxquels elles devront faire face.
Alors, Monsieur Menan Kwame, par rapport à cet élément, j'aimerais bien savoir comment pensez-vous que les régulateurs banques centrales pourraient-ils favoriser, je vais dire, l'émergence d'un cadre qui permet le développement des offres de services Quand tu financiers? prends des lots de tickets, tu peux retrouver des montants qui peuvent aller à 200 000, 300 000, 500 000. Or, tu as dépensé 1 million. Veuillez nous excuser. Monsieur Menan Kwame, est-ce que je répète la question? Non, non, j'ai bien compris la question. Ces sujets de régulation sont clés. J'ai peut-être 2 ou 3 éléments à partager en réponse à votre question. La première chose que ça m'inspire, c'est d'abord la bienveillance du gouverneur de la BCEAO que nous avons pu noter, par exemple, dans l'instruction du dossier d'agrément d'Orange Bank Africa. Il a été moteur parce qu'il est convaincu de la puissance et du caractère concret du modèle donc, de banque mobile tel que nous le présentons pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour d'autres pays de l'UEMOA demain. Ça a été donc la même chose également avec la commission bancaire qui a été vraiment dans un esprit constructif pendant toute la période d'instruction du dossier d'Orange Bank Africa. Donc, lorsqu'on a des régulateurs qui comprennent la portée de cette dynamique nouvelle, ben, les choses se passent bien et c'est important de le signaler. Le deuxième élément que je voudrais indiquer est d'éléments favorables pour justement développer les offres de services financiers numériques, c'est ce que j'appellerais la coproduction réglementaire. La coproduction réglementaire, c'est lorsque le régulateur s'appuie sur des opérateurs privés du secteur pour justement rédiger ou valider les nouvelles instructions qui vont encadrer cette activité. L'Afrique de l'Est est en cela un modèle. Au Kenya, par exemple, la Banque centrale travaille main dans la main avec des opérateurs comme M-Pesa, M-Shwari, Safaricom pour sortir les textes qui vont régir l'ensemble du secteur. Et ça, cette coproduction réglementaire est pour moi un élément clé plutôt que d'avoir un régulateur qui semble tout savoir et qui descend en fait de façon brutale les instructions. Et enfin, pour moi, il y a le sujet du contrôle. Les banques centrales doivent pouvoir continuer à jouer leur rôle de vigie et leur rôle de contrôle pour qu'il n'y ait pas de dérive sur cette activité. Les sujets de conformité, les sujets de lutte contre le blanchiment sont également présents dans l'activité des néobanques et ce n'est pas parce qu'il faut développer cette activité qu'il faille être léger sur ces questions-là. Et donc, le rôle de contrôle des régulateurs me paraît être clé dans la robustesse de ce secteur. Peut-être pour finir, le tout dernier point, j'en ai parlé lors d'une question précédente, c'est le sujet donc de la garantie des déposants. Là également, c'est important pour donner confiance aux épargnants. Il faut que ce fonds de garantie des déposants soit concrètement abondé par les banques et qu'il puisse fonctionner à plein. C'est le cas de plusieurs espaces africains, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest notamment. Et il faut que ce fonds ou ces fonds soient gérés avec sérieux, avec rigueur. Merci, M. Menan Kwame. Je voulais aussi, si vous me permettez, M. Lokossi. Je vous en prie. Très rapidement, il y a un sujet de régulation et je pense que vu qu'on est ici pour parler des banques digitales, il y a un sujet de régulation que je pense qu'il est important aussi à aborder dans nos zones, notamment d'Afrique francophone. C'est la possibilité pour les banques d'accéder aux canaux USSD pour délivrer des services de banque digitale notamment. Si vous regardez des exemples dans d'autres pays, c'est le cas au Ghana, c'est le cas au Nigeria, l'ensemble des acteurs bancaires ont la possibilité de délivrer leurs services bancaires par les canaux USSD. C'est vrai que dans nos pays d'Afrique francophone, c'est beaucoup moins le cas. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait le succès des services de mobile money avec la proposition digitale de permettre de faire des opérations, même lorsqu'on n'a pas de canaux Internet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'histoire générale qu'on est en train de raconter. L'histoire est vraie.
c'est que la population africaine est de plus en plus digitalisée, la couverture Internet est de plus en plus importante. Ça, c'est l'histoire officielle qu'on raconte. Dans les faits, au quotidien, on doit quand même constater que les clients n'ont pas toujours Internet sur leur device, donc sur leur mobile. La connexion Internet a un certain prix. Et donc, lorsqu'on parle de régulation, du rôle du régulateur, que ce soit régulateur, banque centrale ou autorité de régulation des télécoms, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est de faire en sorte que la majorité des Nigeria, parce que c'est très intéressant. Je prends l'exemple d'une banque comme GT Bank qui est présente en Côte d'Ivoire, qui est présente au Nigeria. Au Nigeria, GT Bank a un service qui est hyper populaire, c'est 737. Donc, par le canal USSD, la banque permet à ses clients de pouvoir faire tout un tas de choses, de l'ouverture de compte jusqu'à du transfert d'argent, etc. Ce n'est pas un telco, ils n'ont pas de partenariat spécifique avec un telco. C'est juste que le régulateur a demandé à tous les telcos de donner accès aux différents canaux aux banques pour pouvoir faire ces opérations-là. Et donc, on peut observer que pour un client comme ça, on a d'un côté les transactions mobile banking, parce que bien sûr, la banque a des canaux mobiles. On a d'un autre côté les transactions USSD banking, comme ça s'appelle. Et finalement, on voit que les volumes de transactions sur les canaux USSD sont beaucoup plus élevés pour même les clients de la banque que les volumes de transactions qui sont faits depuis le mobile banking. Donc, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer au niveau des régulateurs, notamment d'Afrique subsaharienne. Et le travail a commencé à être fait. Le Mali a réglementé, la Côte d'Ivoire a réglementé, le Sénégal a réglementé depuis un certain nombre d'années, sauf que le seul exemple que j'ai à citer aujourd'hui, c'est EcoBank au Sénégal qui a fait un accord avec Free pour permettre à ses clients de posséder des services du SSD banking. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour permettre à tous ces services-là d'être complètement démocratisés à l'ensemble de nos populations pour faire en sorte que justement, tout le monde puisse faire des opérations, que ce soit sur Internet lorsque j'en ai envie, parce que l'expérience utilisateur est bien meilleure, sinon que je ne sois pas bloqué par le fait que je n'ai pas de connexion Internet, que je puisse quand même faire des opérations. Voilà. Après, il y a d'autres questions sur le coût et le coût des accès USSD, qui paye quoi, mais je pense que c'est tout un tas de réflexions qui doivent être entamées, notamment par les régulateurs. Merci, M. Traoré. Je vais rester toujours avec vous. Par rapport à un point qu'a brièvement évoqué M. Menan Kwame concernant la protection des consommateurs, puisque M. Menan Kwame soulignait tout à l'heure l'importance d'avoir un fonds un fonds de dépôt de garantie qui serait fortement abondé par les banques commerciales. Et là, l'élément que je voudrais faire ressortir dans la question, c'est de savoir comment les banques centrales pourrait-elle encourager l'innovation digitale tout en veillant à la protection des consommateurs, en prenant en compte des aspects tels que la protection des déposants, la protection des données personnelles dans un contexte qui est marqué par un fort taux d'analphabétisme et je vais dire aussi une insuffisance des programmes d'éducation financière. Bien sûr, c'est vrai que c'est le rôle de la Banque centrale et on sait très bien que nos banques centrales sont très regardantes là-dessus, sur le fait qu'on ne soit pas dans les exemples qu'on a eus il y a plusieurs années de microfinance qui du jour au lendemain ont fermé avec l'argent des gens qui étaient déposés et donc finalement qui ont tout perdu. Et c'est notamment le rôle que vont jouer les régulateurs, les banques centrales pour cadrer, pour protéger les consommateurs. Lorsque vous parlez de données personnelles, on a parlé de crédit digital, il y a un truc qui est très important finalement, c'est de se dire, vous l'avez dit très bien, on est dans un cadre où parfois en Afrique, on n'a pas, toute la population n'est pas scolarisée. Ça veut dire que lorsqu'on va délivrer des services, je reste sur l'exemple du crédit digital, on doit s'assurer que les personnes savent ce qu'elles sont en train de faire. Il faut savoir, par exemple, qu'on a d'autres exemples au Kenya, en Afrique de l'Est, où un certain nombre de services mobiles à valeur ajoutée sont délivrés et on commence à voir un peu le revers de la médaille. On commence à voir certaines choses finalement qu'on n'avait pas anticipées au départ. Sur le crédit, on a parlé d'un truc très important, on a parlé du scoring et en fait, on se retrouve dans certains marchés où il y a une très grande partie de la population qui se retrouve du jour au lendemain blacklistée. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu rembourser un crédit. Et au final, lorsqu'on creuse, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'informations qu'elles n'ont pas forcément eues au départ.
elles n'ont pas su, par exemple, qu'il fallait rembourser le crédit. Ça peut paraître étonnant, mais parfois les gens ont une réflexion de se dire, même si je rembourse au moment où je veux rembourser, finalement, ça ne va pas créer d'énormes problèmes. Donc, les gens n'ont pas remboursé leur crédit ou ils n'ont pas remboursé à temps. Et on se retrouve avec des personnes qui, en Afrique de l'Est, sont blacklistées, ne peuvent plus emprunter auprès d'aucun établissement financier simplement parce qu'elles doivent des montants équivalents à $20. Et donc, en fait, finalement, je crois qu'il y a un vrai rôle à jouer au niveau de l'éducation financière, que les des instructions parfois en langue locale. Je pense que Orange Bank Africa fait énormément là-dessus, tout simplement pour s'assurer que le client ne se retrouve pas dans des situations qu'il n'avait pas anticipées ou qu'il n'avait pas compris. Je prends un exemple, c'est que je disais tout à l'heure que pour faire cette analyse prédictive et tout, etc., il y a parfois des modèles où on va demander d'accéder au contact de la personne. Ça peut avoir un point positif, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais parfois il y a des dérives. Je reprends les exemples qui se sont passés au Kenya récemment. On s'est rendu compte que lorsqu'un client n'arrivait pas à rembourser, vu que la banque ou l'opérateur télécom qui a accordé le crédit avait accès à des données de contact, ben en fait, finalement, ils ont utilisé ces contacts qui sont des données personnelles du client. Ils ont contacté finalement tous les contacts, l'ensemble des personnes, que ce soit maman, papa, des personnes clients qui devaient, en les harcelant, en leur disant vous devez rembourser parce qu'il y a un proche à vous qui doit de l'argent. Tout ça, ce sont des dérives qu'on n'avait pas anticipées, que les régulateurs observent aujourd'hui et il faudra complètement quadriller. D'autant plus que dans la plupart des modèles, on a d'un côté, on a parlé de la banque qui va accorder le crédit. Finalement, quand un client signe pour un crédit, on parle beaucoup de Orange Bank Africa. Je vais faire le pendant, simplement parler d'un autre service qui existe, c'est MTN, qui a un contrat avec Bridge Bank. Le client, en fait, finalement, il a l'impression de signer avec MTN parce que c'est sur son mobile money MTN, c'est sur son mobile money Orange Money qui reçoit de l'argent, mais c'est avec l'établissement bancaire qu'il signe le contrat. La vraie question, ça sera de se dire, est-ce qu'on est sûr que le client est conscient que ces données seront partagées entre deux entités avec lesquelles il ne pense pas forcément être en contact. Et tout ça, ce sont des réflexions que les régulateurs regardent aujourd'hui, qui cadrent, et je suis sûr que certains acteurs comme Orange Bank prennent les devants et notamment que tout est quadrillé et qu'on respecte complètement les données personnelles et la vie des populations et qu'on ne les met pas en risque de se retrouver, comme dans l'exemple que je donnais, blacklisté pour un crédit que je n'arrive plus à rembourser. Merci, M. Traoré. Je crois que nous avons suffisamment développé le point lié à la protection des consommateurs. Et je crois que nous allons nous tourner vers Alain Diab par rapport à un autre élément, disons une nouvelle catégorie de risques auxquels doivent faire face les banques digitales et les néobanques. En fait, c'est le défi de la cybersécurité. Et si je prends un pays tel que la Côte d'Ivoire, dans lequel Orange Bank est installé, Orange Bank Africa est installé, nous savons que les cybercriminels sont très actifs en Côte d'Ivoire. Et donc, j'aimerais demander à Alain Dia comment les banques digitales et les néobanques peuvent-elles relever le défi de la cybersécurité en Côte d'Ivoire et en Afrique plus généralement. Et merci, Maxime. Oui, il faut constater que c'est un fléau, la cybercriminalité. Tantôt, M. Traoré parlait de la protection des données. Donc, c'est tout un ensemble, la cybercriminalité. Donc, on l'évalue à peu près à 3,5 milliards d'euros de pertes en Afrique, donc liées à la cybercriminalité. Donc, je vais juste partager un peu l'étude du cabinet marocain Dataprotect qui disait que une étude basée sur 148 banques provenant de 8 pays de l'UEMOA et 3 pays de l'Afrique centrale, il parle de 85% des institutions bancaires ont fait l'objet d'attaques. Donc, peut-être que M. Menankouane pourra nous confirmer ces chiffres. Juste pour dire que l'ampleur est là. Maintenant, on sait qu'en Afrique, nous avons, je dirais, un problème de finances. Ça coûte extrêmement cher de combattre la cybercriminalité. C'est des gros budgets. Ce que je pense, c'est
il faut trouver le gap, l'équilibre. Oui, ça prend énormément d'argent. Je sais qu'en 2014, à Malabo, il y avait un protocole. Comment ça a été appliqué dans nos pays, etc., etc. Mais définitivement, le gap peut être comblé dans l'éducation. Quand je dis combler le gap dans l'éducation, c'est plus ne pas voir juste l'aspect technique ou l'aspect... il faut aussi voir également l'aspect managérial. Donc, apprendre, c'est dans nos habitudes, c'est gérer la sécurité, comprendre c'est quoi la sécurité, que ce soit dans les entreprises ou que nous soyons là, pour revenir un peu ce que disait M. Traoré, le régulateur aussi a son rôle à jouer pour s'assurer que les données ne sont pas transférées d'une entité à l'autre, est-ce que c'est protégé, etc., etc. Et aussi, ce n'est pas juste le fait de... Il n'y a pas juste que les données, peut-être la vétusté également de nos parcs. Et aussi, je dirais, pour terminer, favoriser également le développement de produits locaux. Je pense que ça coûterait moins d'argent en développant des produits locaux qui peuvent nous aider au niveau de la sécurité. L'éducation également, ça veut dire des écoles qui peuvent former des gens pour la lutte contre la cybersécurité, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut combler le gap de l'argent, du budget qui sont extrêmement élevés. Donc, en créant justement je peux me dire du contenu local, de l'expertise locale pour combattre ce fléau. Merci Alain. Avant de passer à la dernière question qui sera adressée à l'ensemble des panélistes, j'aimerais quand même faire réagir M. Menon Kwame par rapport à l'ampleur de la cybercriminalité. Oui. Alain a évoqué un chiffre, je ne suis pas sûr que M. Menon Kwame l'ait peut-être, vous me contredirez si je me trompe, mais quand même, votre banque s'est installée en Côte d'Ivoire dans un contexte qui est fortement marqué par la cybercriminalité. Je crois quand même depuis une vingtaine d'années, les cybercriminels sont quand même très actifs en Côte d'Ivoire. Comment réagissez-vous à cette menace? Oui, ils sont très actifs effectivement en Côte d'Ivoire. Nous appartenons à un groupe Orange qui a une activité télécom, qui a une activité de mobile money et aujourd'hui nous menons donc une activité de mobile banking. Très clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous investissons énormément de moyens techniques, financiers, humains pour contrecarrer en fait la cybercriminalité. Nous ne comptons plus le nombre d'heures que nous passons pour faire des contrôles de nos systèmes, pour vérifier la robustesse de notre système, pour vérifier les possibilités d'intrusion. Les verrous sont nombreux, les éléments de parade sont quotidiens pour justement contrecarrer cette cybercriminalité. Bien évidemment, je ne peux pas vous donner d'éléments précis pour des raisons de confidentialité évidentes, mais sachez qu'en lien avec notre opérateur télécom, en lien avec Orange Money, nous travaillons à contrecarrer tous les jours la cybercriminalité qui est très présente en Côte d'Ivoire, mais également dans l'espace UEMOA. C'est au prix de beaucoup d'argent, c'est au prix de ressources humaines pointues que nous y arrivons. Voilà, je ne peux pas en dire plus, encore une fois pour des raisons de confidentialité, mais c'est au cœur de notre activité chez Orange Bank Africa. Merci, M. Menon Kwame. Je vais rester avec vous pour une question qui va s'adresser d'ailleurs à tous les panélistes avant que nous ouvrons la session de questions et réponses. En fait, nous avons identifié dans une publication récente, une publication du mois d'août dernier, un titre du Boston Consulting Group, un célèbre cabinet américain spécialisé dans le conseil stratégique. Le titre, c'est « 5 strategies for mobile banking payment in Africa ». Et le Boston Consulting Group déclarait que les banques en Afrique doivent adopter les paiements mobiles
pour ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et que si elle ne fournissait pas ses services elle-même, des concurrents de Chine ou d'ailleurs axés sur la technologie pourraient s'emparer du marché à leur place. Alors, la question que je m'en vais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que les géants de la technologie hors du continent puissent partager le marché si nos banques manquaient de fournir des offres de paiement mobile? Alors, c'est une réflexion très intéressante du BCG, mais bon, en matière de paiement mobile, on l'a dit suffisamment, quand même, ils se sont démocratisés sur le continent africain. Aujourd'hui, les paiements mobiles sont effectifs partout en Afrique, que ce soit pour payer ses factures, que ce soit pour payer des dépenses dans des magasins, etc. etc. Donc, on n'a pas attendu les Chinois pour développer le paiement mobile sur notre continent. Ça, c'est vraiment un postulat de départ. Je vais vous prendre un exemple qui est celui de l'UEMOA, qui connaît une croissance de plus de 20% par an de nombre d'abonnés devenant abonnés de télécom, devenant donc, ou bien ouvrant un compte mobile money. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace UEMOA, on a environ 75 millions de détenteurs de comptes mobile money. Donc, voilà. Ce postulat de départ étant posé, ce qui est dit par le BCG est théoriquement possible parce que si les besoins des populations au final ne sont pas satisfaits, ben, les populations restent ouvertes à ce qui peut venir donc d'un étranger lointain. Une invasion d'opérateurs chinois ou venus d'ailleurs pour développer le paiement mobile, c'est techniquement faisable puisque la technologie aujourd'hui permet tout. Mais enfin, ce n'est pas parce que c'est le BCG qui le dit que ça devrait être considéré comme un élément de la Bible ou du Coran. Je pense que c'est réglementairement difficile. Les banques centrales de nos espaces qui jouent un rôle de gendarme efficace, à mon avis, devraient être quand même assez regardantes et ne laisseraient pas faire une telle intrusion sur notre espace. Pour finir, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que les initiatives du continent, franchement, ont émergé et ont plus qu'émergé, même s'il reste encore des choses à faire. Mais cet écosystème doit absolument se développer sous la supervision des banques centrales, par une régulation, par un contrôle strict, à l'instar de ce qui se fait donc sur l'activité bancaire classique. Les enjeux ici, vous l'avez compris, hein, sont trop importants. Le caractère, j'ai envie de dire, systémique est si avéré et on ne peut pas laisser un semblant de dérégulation s'installer parce qu'on est en train de parler de paiement mobile. Non, les banques centrales doivent continuer à être au centre du jeu pour réguler et faire en sorte qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Merci, M. Kwame. Je vais maintenant recueillir l'avis de M. Traoré par rapport à la question. M. Traoré, pensez-vous qu'il y a un risque de voir des acteurs hors du continent se partager le marché bancaire africain? Déjà, merci pour votre question, M. Lokossi. C'est vrai que ce sont des questions qu'on adresse avec nos clients bancaires. Aujourd'hui, on travaille avec BNP Paribas, Société Générale ou JumiaPay, par exemple, sur ces questions spécifiquement liées au paiement. J'ai envie de dire, premièrement, qu'avant que les banques africaines voient l'invasion des acteurs chinois, elles doivent faire face à un concurrent de taille, c'est le cash. Cash is still king in Africa et je pense que c'est quelque chose de très important. Après, il y a deux types de paiements. Quand on parle de paiement, je ne sais pas exactement ce dont le cabinet Boston Consulting Group parlait, mais il y a deux types de paiement, le paiement digital, donc le paiement en ligne et le paiement marchand. Il faut savoir que, comme disait M. Menan Kwame, aucun acteur n'a attendu que des acteurs étrangers n'arrivent pour essayer d'adresser ces questions. Les banques africaines essayent d'adresser ces questions et bien sûr les opérateurs telco avec leur portefeuille de mobile money essaient aussi d'adresser les questions de paiement. Pour que le paiement digital marche, il faut un certain nombre de choses, mais il faut aussi que
par exemple, que le e-commerce en Afrique fonctionne, pour que le paiement en ligne fonctionne. On a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. J'ai parlé des agrégateurs, il y en a pléthore aujourd'hui sur le marché. Je vais éviter d'en citer certains pour oublier d'autres, mais on en a pléthore, par exemple, qui travaillent avec les banques aujourd'hui et avec d'autres acteurs pour permettre de digitaliser les paiements en ligne. Mais le vrai marché sur lequel qu'on essaie d'adresser aujourd'hui, c'est le paiement marchand. Et il y a énormément d'initiatives qui ont été faites. Orange a lancé un certain nombre d'initiatives, ses concurrents MTN ont lancé un certain nombre d'initiatives, les banques essaient de lancer des initiatives pour percer le problème du paiement. Après, il y a deux approches. Il y a se dire qu'un acteur étranger va venir parce qu'il a de la technologie, parce que son pays va arriver, ou se dire qu'on part du principe d'analyser concrètement les fonctionnements de la population africaine et les besoins des gens au quotidien. Et je pense que c'est vraiment une approche qu'il faut vraiment avoir. Se dire comment faire en sorte qu'on puisse accompagner les gens dans la digitalisation. Parce qu'il n'est pas tout d'avoir de la technologie, encore faudrait-il qu'on puisse répondre aux besoins des gens. Ceci dit, il y a des acteurs étrangers qui arrivent, il y a deux gros géants qui sont en train d'arriver sur le marché africain, c'est Visa et Mastercard. On va parler de technologie et en termes de technologie, en fait, finalement, quand on parle de paiement, on peut parler d'un transfert d'un compte à un compte, on peut parler de paiement NFC, ce que les opérateurs telco aujourd'hui offrent avec des devices spécialisés, et on peut parler de paiement par QR code. Aujourd'hui, le QR code est par exemple un aspect que les banques et que d'autres acteurs comme Visa et Mastercard sont concrètement en train de travailler pour les populations de tous les jours. Permettre à la femme du marché de pouvoir encaisser de l'argent parce qu'un client, que ce soit un client bancaire ou que ce soit un client mobile money, va pouvoir venir scanner un code QR au marché pour pouvoir faire des achats. Cela dit, ça me paraît encore très futuriste. Il y a sûrement des évolutions, il y a un certain nombre de travail qui va être fait dans les années à venir parce qu'il faut digitaliser, parce que notamment on a vu très bien que la crise du Covid a favorisé aussi l'usage du digital. Donc il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui avaient l'habitude de faire des opérations de cash, on paye en cash, qui finalement se sont dit avec la crise, mieux vaut pour moi ne saisir de l'argent ou récupérer de l'argent de la part d'un client, mais lui demander simplement de faire du paiement digital. Et finalement, on va voir que ce genre de choses-là vont venir favoriser l'adoption du paiement digital dans nos marchés, qui n'étaient pas partis pour adopter ça à une vitesse fulgurante. Donc, comme je disais, la grande question n'est pas est-ce que Facebook va arriver complètement disrupter le marché africain? Peut-être que ça va arriver un jour. On sait que WhatsApp est en train de travailler sur un moyen de paiement. Ils ont lancé au Brésil, ça a été retoqué un peu de temps plus tard. Mais avant ça, finalement, je pense que les clés sont entre les mains des acteurs. Mais il faudra travailler avec finalement toutes les parties prenantes, les clients, les commerçants et eux-mêmes les acteurs bancaires traditionnels ou d'autres types d'acteurs pour pouvoir simplement se dire comment est-ce qu'on réussit à accompagner le client dans tout son processus. C'est-à-dire, pour finir, hein, je donne un petit exemple, mais un client qui est payé en cash ou un client qui récupère ou qui a l'habitude de transporter du cash avec lui, mettez-lui un device pour qu'il paye digitalement et il va vous dire que ça ne le concerne pas parce qu'il a de l'argent en cash sur lui. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à digitaliser toute la chaîne de valeur pour faire en sorte qu'il récupère son argent sur un portefeuille mobile money, sur un wallet bancaire, sur son compte bancaire et qu'il puisse faire un certain nombre d'opérations sans jamais avoir besoin de retirer l'argent du circuit. Mais tout ça, c'est un gros travail qui est en train d'être fait par les acteurs depuis quelques années et que nous accompagnons au sein de notre cabinet tout simplement au quotidien. Voilà. Je vous remercie, M. Traoré. Je vous rejoins pleinement lorsque vous dites que le cash est déjà l'un des premiers risques, en fait. Déjà un premier élément qu'il faille gérer, qui est peut-être encore plus important que de voir des acteurs étrangers venir sur le continent. Mais j'aimerais de clôturer cette discussion et passer à la séance de questions et réponses. Également interroger Alain Dia. Alain, en fait, quel est ton avis par rapport au risque de voir des acteurs étrangers au continent s'accaparer du marché bancaire africain? Oui, je partage quand même l'avis de M. Menan Kwame et M. Traoré. Ceci dit, il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers non plus. Je pense que oui, on peut les voir, on peut ne pas les voir comme des menaces, les voir plutôt comme des exemples d'inspiration, comme un exemple d'inspiration pour nous permettre de nous développer. Au pire des cas, ils viendront investir et puis
les compagnies africaines vont pouvoir en bénéficier. Ça va être une croissance pour nos sociétés. Mais en même temps, je pense qu'on peut travailler aussi sur le... Tantôt, M. Trao parlait qu'on a beaucoup d'agrégateurs de plus en plus, mais moi, j'aimerais voir plus d'incubateurs, aider les jeunes parce que nous avons la créativité. Nous avons également des grosses firmes qui, je dirais pas qui génèrent des profits dans tout ce qui est fintech, les banques, etc. Donc, il faut aider justement cette expertise, développer cette expertise locale. Donc, il faut les accompagner. Ça va être le régulateur des bacs à sable. On a énormément de talents. Il faut les encadrer pour qu'on puisse prendre la place et prendre les devants parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce n'est pas maintenant. On n'a pas assez d'infrastructures pour les intéresser. Peut-être qu'ils attendent qu'on fasse le travail d'infrastructure pour pouvoir arriver, etc., etc. Mais il faut qu'on soit prêt également. Et puis, je pense qu'il faut jouer la prudence à ce niveau-là. Oui, ils ne sont pas là, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour prendre le terrain, gagner le terrain avant qu'il ne soit trop tard? Merci, Maxime. Merci, Alain. Merci, M. Traoré et M. Ménan Kwame. Nous arrivons au terme de cette discussion. Il est déjà à ma montre, il est déjà 10h36. Donc, nous allons quand même nous réserver 15 à 20 minutes maximum pour la session de questions et réponses. Et Dieu sait que nous en avons dans le chat box. Donc, la première question, je regarde rapidement mes notes. La première question, elle est de Agnès Aka et elle s'adresse à M. Traoré. Agnès Aka souhaiterait savoir quelle est la place de la crypto-monnaie dans cet écosystème. Est-ce une menace pour les banques digitales? M. Traoré, s'il vous plaît. Non, pour ainsi dire, bonjour Madame Baka. Pour ainsi dire, non, je ne crois pas que ce soit une menace en l'occurrence. On a quelques acteurs, quelques fintech aujourd'hui africaines qui essayent d'adresser la question de la crypto-monnaie, mais c'est encore très marginal. C'est encore très marginal, surtout si je reste dans l'écosystème Afrique francophone, on va avoir 1, 2, 3 acteurs entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais là, typiquement, on ne peut pas parler de menace. Ça peut être un axe sur lequel certaines banques digitales vont vouloir se déployer. Je ne sais pas si je leur conseillerais de le faire aujourd'hui à date. On a un certain nombre d'autres besoins à remplir. Vous aviez posé une question sur finalement les différents produits. On évolue, on considère que la crypto-monnaie va se trouver peut-être dans ce qu'on appelle l'écosystème Mobile Money 3.0, alors que nos marchés sont encore en Mobile Money 2.0 en train de merger vers le 1.0 en train de merger vers le 2.0. Tout simplement, la base, on est encore en train d'essayer de travailler sur les questions de paiement. Vous les avez évoquées, on est en train d'encore essayer de travailler sur les questions de transfert d'argent. On va basculer vers les questions d'assurance à souscription, une assurance à souscription de crédit, etc. C'est vers là qu'on est en train d'évoluer. La partie d'après, ça sera ce vers quoi certains marchés un peu plus avancés sur le continent, notamment au Nigeria, sont aujourd'hui, tout ce qui va constituer investissement, etc. Et c'est dans ça que la crypto-monnaie va venir se positionner. Mais je dirais qu'à date aujourd'hui, elle ne représente pas une menace pour les banques digitales, en tout cas sur le continent africain. Parce que même hors du continent africain, voilà, il y a eu des initiatives il y a quelques temps. Aujourd'hui, ça s'est un peu tassé. La crypto-monnaie est une menace. Par contre, on a parlé des néobanques. Il y a un certain nombre aujourd'hui d'acteurs de par le monde qui permettent de pouvoir acheter, notamment. On parlait de Revolut, c'est le cas aujourd'hui sur Revolut. Je peux acheter de la crypto-monnaie et détenir aussi de la crypto-monnaie depuis mon wallet. Ça, c'est une opportunité que certaines banques pourront donner sous, bien sûr, le contrôle du régulateur. Très important à souligner. Je vous remercie, M. Traoré. Et la question suivante est posée par Nambaya Ouattara et elle s'adresse à M. Ménan Kwame. La question est la suivante. Au vu de vos interactions avec la BCAO, donc la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour l'obtention de votre agrément, vous semble-t-il probable de voir apparaître des banques as a service, c'est-à-dire une banque qui permet à des acteurs non bancaires, notamment des entreprises commerciales ou des fintechs, d'utiliser leur licence?
Honnêtement, je ne peux pas me substituer à la BCAO. La BCAO est une banque qui est dirigiste, qui régule beaucoup, qui réglemente beaucoup. Et donc, je suis assez mal à l'aise pour répondre à la question. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un mouvement qui est constaté aujourd'hui et il y a une banque centrale qui veut accompagner un mouvement. Sauf qu'elle le fait en s'assurant de la capacité des opérateurs. Elle le fait en s'assurant de la capacité des opérateurs à disposer donc des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques, donc au niveau informatique, et de l'organisation au niveau des procédures, au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Bref, la BCAO regarde tous ces aspects-là avant de délivrer un agrément. Donc, celui qui viendra avec une bonne idée parce que le secteur de la banque digitale est dynamique, donc il a envie de s'y insérer, il va se retrouver avec des basiques et des incontournables à montrer à la Banque centrale. C'est ce que je viens de dire, les moyens financiers, techniques, humains, procéduraux et une gouvernance solide qui respecte en tout point la réglementation de la Banque centrale. Voilà ce que je peux dire. Merci, M. Menan Kwame. Nous allons rester avec vous pour une question de Mamadou Djoulde Diallo, qui souhaiterait savoir si Orange Bank Africa s'inscrit dans une démarche de concurrence ou de partenariat avec les acteurs bancaires traditionnels. Très clairement, nous avons un agrément bancaire, donc nous sommes un concurrent aujourd'hui des banques classiques, même si nous n'avons pas, on l'a vu tout à l'heure, hein, on l'a dit tout à l'heure, même si nous n'avons pas la même cible. Mais nous sommes un concurrent. Nous n'allons pas, nous sommes une banque à part entière, nous n'allons pas nouer de partenariat avec une banque pour toucher une typologie de clientèle. Nous souhaitons adresser les millions de clients Orange Money qui existent donc en Côte d'Ivoire et dans l'UEMOA. Et pour avoir accès à eux, notre partenariat privilégié est avec Orange Money. Il n'est pas avec une autre banque X ou Y. Donc, très clairement, nous opérons de façon totalement autonome et nous avons une cible donc, à aller chercher qui est celle que nous avons déjà décrite. Eh bien, M. Menan Kwame, là, peut-être, moi, personnellement, je vais demander un élément de précision. Quelle est la relation alors avec votre actionnaire NCA Bank? Est-ce que vous êtes sur le même marché ou un marché complémentaire? Parce qu'en sachant que NCA Bank est une banque. Absolument. Nous sommes actionnaires d'Orange Bank Africa. C'est ça. Mais nous sommes totalement complémentaires du point de vue de la cible qui est la nôtre. Donc, je ne peux que me répéter, et j'ai encore en mémoire les propos du président Jean Kakou Diago lorsqu'une question similaire lui a été posée le jour de la conférence de presse de lancement d'Orange Bank Africa. Il a répondu que nous n'avions pas le même marché. NCA Bank était plutôt sur les entreprises, les PME, les salariés du secteur privé ou les fonctionnaires d'un certain niveau de revenus, là où Orange Bank Africa était plutôt sur la population non encore bancarisée. Bien évidemment, Orange Bank Africa pourra être un prestataire d'appoint pour des clients déjà bancarisés, mais ce n'est pas vraiment notre cible de prédilection. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'on ne vient pas pour faire du crédit immobilier, on ne vient pas pour faire du crédit d'investissement aux entreprises de la place, on n'est pas sur le même marché. Le thème concurrence que j'ai évoqué nous renvoie plutôt au fait que nous avons un agrément bancaire et donc nous adressons une population qui est celle qui est sur le marché. En revanche, les cibles qui sont celles des banques classiques comme NCA Bank ou celles de Orange Bank Africa, les cibles de prédilection ne sont pas du tout les mêmes. Merci. Merci, M. Menan Kwame. J'aurais une question quand même pour Alain Diaz. En fait, une question de Marcelin Nanema qui souhaiterait savoir comment les néobanques peuvent-elles intervenir efficacement dans les segments des micro, petites et moyennes entreprises
et également dans la distribution de crédit à ce segment. Alain. Merci pour la question. Définitivement, de plus en plus, comme je disais tantôt, les néobanques ont dans le viseur les PME. Donc, si je prends le cas en Afrique, je pense que l'opportunité est là. Nous avons, comme on voit, une banque comme, je pense que c'est Investis, tu l'as mentionné tantôt, Maxime, qui donne la possibilité d'ouverture de compte à des gens qui ont été interdits bancaires. Donc, je ne veux pas aller dans ce sens-là, mais juste pour dire que les possibilités sont là, c'est innombrable. Et surtout quand on sait un peu l'inclusion, ce n'est pas juste la population, mais beaucoup d'entreprises aussi ont besoin d'accéder au crédit, à des microcrédits qu'ils ne peuvent pas avoir dans les banques. Donc, je pense que c'est une réelle opportunité pour eux également de pouvoir participer justement à des acteurs et profiter un peu de l'essor de ces néobanques. Oui, définitivement, il y a une véritable opportunité, il y a un marché qui est là pour ces PME ou même des plus petites entreprises. J'espère que ça répond à ta question. Absolument, absolument, Alain. Et nous allons prendre 3 autres questions très rapidement pour pouvoir clôturer ce webinaire. Nous avons une question de Kevin Abele Adidou qui s'adresse à M. Menan Kwame. Kevin souhaiterait savoir quel rôle joue l'intelligence artificielle dans cette marche vers la digitalisation et dans quelle mesure les néobanques maîtrisent-elles cette technologie? Merci. Je pense que Jean-Louis Traoré l'a bien précisé tout à l'heure dans l'une de ses réponses. On est ici au cœur de l'activité des néobanques. Dans cette masse de clients à qui il faut donner des réponses rapides, parce que là aussi, il faut revenir à chaque fois aux besoins des clients. Que recherchent les clients d'aujourd'hui? Ils recherchent une instantanéité. Ils recherchent une rapidité d'intervention. Et pour cela, l'intelligence artificielle qui permet d'aller triturer des millions, des milliards d'informations dans des temps extrêmement courts, mais oui, cette intelligence artificielle doit être mise au service donc, de notre activité. Je pense que Jean-Louis Traoré l'a bien développé tout à l'heure dans sa réponse qui était claire à cet égard. Et l'intelligence artificielle, pour nous qui appartenons à un groupe qui est le groupe Orange, un leader mondial de la téléphonie, l'intelligence artificielle fait partie des axes stratégiques majeurs du groupe Orange dans le développement de ses activités, qu'elles soient d'ordre télécom, qu'elles soient au niveau de la monnaie, du digital, du mobile money ou bien du mobile banking. Donc oui, la réponse est 3 fois oui, c'est au cœur de notre activité. Merci, M. Menan Kwame. J'ai encore deux autres questions pour vous. Décidément, nos participants ne jouent pas un match amical avec vous. Alors, la question suivante est de Wali Diouf Didéou, qui est d'ailleurs président d'une de nos associations DFI. Alors, la question de Wali est la suivante. Malgré la puissance de l'outil de scoring et les modèles, il y aura certainement des clients qui seront en défaut de paiement. À ce titre, quelle sera la stratégie d'Orange Bank Africa pour recouvrer les clients dans le portefeuille à risque? Alors, oui, M. Diouf évoque l'outil de scoring et il est important de dire que cet outil bien paramétré, c'est 90% de notre travail donc, de gestion du risque qui est fait. Et j'aimerais insister sur le fait que dans la mesure où les clients consentent à nous donner l'accès à leurs données d'usage téléphonique et d'usage au niveau du mobile money, nous avons des indications sérieuses et nous avons une profondeur d'historique concernant ces clients-là pour justement apprécier leur profil de risque. Effectivement, chemin faisant, certains peuvent être en défaut de paiement. Mais quand cela arrive, nous avons une panoplie d'actions. Par exemple, c'est de travailler à bloquer
leur compte Orange Money en émission. Donc, ils peuvent recevoir de l'argent, mais ils ne peuvent pas en dépenser, de sorte que quand ils en reçoivent, nous avons notre voiture balai qui passe tous les jours pour récupérer donc notre dû. Dès qu'on récupère notre dû, on libère donc le blocage en émission. Le deuxième élément, c'est de contribuer nos clients, enfin disons, d'éduquer nos clients pour qu'ils puissent épargner et leur expliquer que l'épargne peut aussi servir de matelas le jour où on a une mauvaise fortune et qu'on n'est pas en capacité de rembourser. Dans ces conditions-là, il nous sera aisé, nous, Orange Bank Africa, de pouvoir récupérer notre dû donc, sur le compte d'épargne de notre client. Il y a également le sujet de la blacklist. On l'a dit tout à l'heure, un client mauvais payeur se retrouve sur un fichier, sur une blacklist de place, et toute la place bancaire de l'UEMOA saura que M. X a été mauvais payeur et il se ferme ainsi la possibilité de bénéficier de prêts dans d'autres établissements bancaires. Et enfin, toujours dans cette notion d'éducation, il faut bien faire comprendre à nos clients que lorsqu'ils sont mauvais payeurs, chez Orange Bank Africa, le jour où ils reviendront demander un prêt, et là où on aurait pu leur prêter 20 000 francs, même s'ils ont remboursé par ailleurs, mais ils ont été mauvais payeurs, on ne pourra leur prêter que 5 000 francs parce qu'on a une indication défavorable les concernant. Donc, il y a beaucoup d'éducation à mener. Encore une fois, vis-à-vis de cette frange de la population qui n'a pas eu souvent affaire à des établissements organisés en matière donc, de prêts à leur octroyer. Il y a beaucoup d'éducation à faire, mais il y a aussi des aspects techniques qui sont en notre main et qui nous permettent donc de récupérer notre dû quand besoin est. Merci, monsieur Ménam Kwame. La dernière question est posée par une de mes compatriotes. C'est une question un peu délicate, je vous avertis. Quand est-ce qu'Orange Bank Africa s'installera au Bénin? La question, je précise, est posée par Gitel Couton. Excusez-moi, je ne l'avais pas précisé. Merci beaucoup. Orange Bank Africa a lancé ses activités en Côte d'Ivoire en 2020. Le 23 juillet précisément. Nous avons pour ambition d'étendre nos activités au Sénégal, au Mali et au Burkina courant 2021. Nous ciblons également, hors zone UEMOA, le groupe cible également un pays comme la Guinée. Et voilà, il faut déjà digérer toutes ces implantations avant de voir plus loin. Mais bien évidemment, Orange Bank Africa a vocation à être présent dans les pays où Orange et Orange Money sont déjà présents. Donc, c'est ce qui explique le déploiement dans les pays que je viens de vous indiquer. Et c'est vraiment cela la trajectoire des prochains mois, des prochains trimestres. Maxime, si tu permets, j'aurais une question pour monsieur Ménam Kwame. Bien sûr, Alain, vas-y. Oui, monsieur Ménam Kwame, je voulais une question aussi, toujours dans le déploiement. Est-ce que vous pensez, dans un proche avenir, ouvrir l'API de Orange Bank Africa, mettre à disposition votre API? Pour dire les choses simplement, est-ce que, par exemple, des clients non Orange Money pourraient devenir donc clients d'Orange Bank, c'est ça? Non, je parlais plus par rapport, quand je disais parler de l'API, c'est donner la possibilité à une entité tiers de pouvoir utiliser la structure via une API de Orange. Non, ce n'est pas prévu du tout pour le moment. Je vais vous dire pourquoi. En Côte d'Ivoire, et les chiffres que je vais vous donner sont sensiblement les mêmes dans les 3 autres pays de l'UEMOA où nous souhaitons nous implanter, nous avons, donc pour parler de la Côte d'Ivoire, nous avons près de 10 millions de clients Orange Money et environ 4 millions de clients actifs Orange Money. Donc, notre cible
En Côte d'Ivoire, qui compte 23 millions d'habitants, c'est quand même un nombre significatif de clients. Les 4 millions de clients actifs d'abord, en espérant que les 6 millions de clients non actifs deviendront actifs et ainsi pourront devenir donc des clients d'Orange Bank. Nous avons déjà tant à faire avec notre cible immédiate, et cela, comme je vous l'ai dit, est également valable dans les autres pays de l'UEMOA, Sénégal, Mali, Burkina que j'ai cités. Nous avons déjà tant à faire que nous ne souhaitons pas nous disperser avec des connexions qui certainement pourraient nous générer des commissions, mais qui pourraient être techniquement périlleuses et pourraient peut-être nous mettre en difficulté avec la Banque centrale si tel ou tel partenaire ne répondait pas entièrement aux exigences de la Banque centrale. Donc, la réponse est non, ça ne fait pas partie de notre plan stratégique et nous nous concentrons sur notre cœur de cible qui est celui que je viens de vous indiquer. Merci, ça répond. Merci. Merci, M. Ménan Kwame. Merci, M. Traoré et Alain Dia. Nous arrivons au terme de cette discussion et aussi de cette session de questions et réponses. Je voudrais m'excuser vis-à-vis des participants dont les questions n'auraient pas été adressées au cours de cette session. Nous prenons quand même l'engagement de leur apporter des réponses via leur boîte électronique. Et ceci dit, je m'en vais conclure ce webinaire, si vous le voulez bien, avec déjà quelques éléments qu'il faut retenir. C'est que les banques digitales et les néobanques en Afrique ont un important rôle à jouer dans le développement des offres de services financiers et dans l'amélioration du taux de bancarisation. Nous retenons également que la transformation digitale du secteur financier n'est pas une tendance de mode, mais un nouveau paradigme auquel les acteurs du secteur bancaire africain devront s'accommoder afin d'offrir des services financiers numériques à des coûts abordables avec la plus grande transparence et la meilleure expérience client possible pour les personnes autrefois non bancarisées. Et nous retenons aussi que la digitalisation des services financiers ouvre la porte à de nouvelles innovations technologiques qui méritent d'être encadrées, mais surtout et avant tout accompagnées par les régulateurs banques centrales qui continueront néanmoins à veiller sur la stabilité et l'intégrité du secteur financier et également la protection du consommateur. Et il est heureux de constater que les régulateurs banques centrales, particulièrement d'Afrique, intègrent de plus en plus la dimension inclusion financière dans leurs interventions. Et à ce titre, Digital Frontier Institute s'aligne totalement sur cette dimension pour soutenir l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique africain à travers le renforcement de leurs capacités. Digital Frontier Institute pourra contribuer à soutenir les acteurs du secteur financier à travers ses formations en ligne, ses communautés de praticiens et ses associations professionnelles, la diffusion de savoirs gratuits à travers ces webinaires. Et sur ce, je voudrais remercier très sincèrement les éminents panélistes pour la qualité des échanges de ce matin qui ont été très instructifs pour la communauté francophone DFI à travers le monde et pour tous ceux qui découvrent cette plateforme d'e-learning. Je vais également remercier les participants qui sont connectés nombreux ce matin pour nous suivre, saluer les membres de nos communautés de praticiens et associations DFI du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et toutes les communautés DFI d'Afrique et d'Asie. Sur ce, nous allons clôturer ce webinaire en espérant vous retrouver en pleine forme au mois d'octobre pour un nouveau webinaire en français de DFI qui abordera le rôle des nouvelles technologies, intelligence artificielle, blockchain, cloud computing et biométrie dans le développement des services financiers en Afrique. Et ce webinaire sera modéré cette fois par ma collègue Stéphanie Soredjede-Mouzou. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Maxime. Au revoir.